faire son bilan carbone. Dans une empreinte carbone ou un bilan carbone d'entreprise, vous avez donc tout ce qui rentre en ligne de compte. La seule chose que vous n'allez pas prendre en compte, c'est les émissions directes de vapeur d'eau. Donc si vous avez des centrales électriques refroidies en rivière, vous ne tiendrez pas compte de la vapeur d'eau émise, alors que la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre. Et vous ferez ça pourquoi? Vous ferez ça parce que émettre de la vapeur d'eau ne modifie pas de façon significative la concentration en vapeur d'eau dans l'atmosphère. La concentration en vapeur d'eau dans l'atmosphère, elle est pilotée par le fait que vous ayez 2/3 d'océan sur Terre et la température de l'atmosphère. C'est ça qui pilote la concentration en vapeur d'eau. Ce n'est pas nos émissions qui changent quelque chose. Donc ça veut dire que les gaz dont on va tenir compte, c'est juste ceux pour lesquels l'homme modifie de façon distinctive la concentration atmosphérique. Donc la vapeur d'eau n'est pas prise en compte. Le CO2, bien évidemment, est pris en compte, ainsi que tous les gaz qui ont des émissions directes. Par contre, les gaz qui n'ont pas d'émissions directes ne sont pas non plus pris en compte. Par exemple, l'ozone troposphérique, donc celui qui apparaît près du sol, et qui, soit dit en passant, à mon avis, avec les conditions qu'on a en ce moment, là, va gentiment augmenter, eh bien, ça, c'est pas pris en compte, alors que c'est un gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de lien direct entre le surplus atmosphérique et le comportement d'un individu donné. En ce qui concerne les gaz qui se retrouvent dans l'atmosphère sous la forme sous laquelle ils ont été émis, vous avez un lien direct entre le comportement d'un individu donné et le surplus atmosphérique. Si moi, aujourd'hui, j'émets 1 kg de gaz à effet de serre, je sais faire le lien avec le supplément de concentration qu'il y a juste après. Par contre, l'ozone ne s'émet pas en tant que tel, et si tout de suite, là maintenant, j'émets des oxydes d'azote, je ne sais pas dire combien d'ozone ça fera en plus dans l'atmosphère, parce que ça dépend de ce que les autres vont faire, des conditions climatiques, et de est-ce qu'au même moment on a émis des composés organiques volatiles ou pas, et donc comme je le disais, est-ce qu'il va faire beau ou est-ce qu'il ne va pas faire beau. Donc je n'ai pas de lien direct entre la quantité d'ozone que vous avez dans l'atmosphère et le comportement d'un individu pris isolément. Et ça explique pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de métrique, on ne prend pas en compte l'ozone dans les émissions de gaz à effet de serre. Dans tous les inventaires qu'on fait aujourd'hui, l'unité de compte est toujours le PRG à un siècle. D'accord? C'est ça l'unité de compte. Donc il n'y a pas autre chose dans les inventaires qu'on observe aujourd'hui. L'essentiel des émissions de gaz à effet de serre que nous occasionnons ne sont pas mesurées. Alors ça, c'est autre chose également qu'il faut avoir bien en tête. Elles ne sont pas mesurées parce que si vous vouliez mesurer la totalité de nos émissions de gaz à effet de serre, il faudrait par exemple qu'il y ait un capteur de CO2 sur chaque pot d'échappement de chaque voiture. Il faudrait qu'il y ait un capteur de méthane sur chaque vache. Il faudrait qu'il y ait un capteur de méthane sur chaque rizière. Il faudrait qu'il y ait un capteur de méthane sur chaque mine de charbon. Il faudrait qu'il y ait un capteur de CO2 sur chaque chaudière de bâtiment, etc., etc. Donc vous voyez bien qu'il faudrait qu'il y ait un capteur de protoxyde d'azote au-dessus de chaque champ. Bon. Donc évidemment, les émissions de gaz à effet de serre, avec cette difficulté, ne sont jamais mesurées. En fait, ces émissions de gaz à effet de serre, elles sont calculées. Et c'est la raison pour laquelle vous avez une incertitude. Et donc, la manière dont on les calcule, c'est assez simple. On prend des données d'activité qu'elles, on est capable de mesurer. Alors, une donnée d'activité, c'est par exemple un nombre d'hectares cultivés. Ça, on sait le mesurer. Ou par exemple, une quantité de carburant acheté. Ça, on sait le mesurer. Ou par exemple, une quantité de voitures qui circulent. Ça, on sait le mesurer aussi. Ou par exemple, une quantité de beefsteak que vous avez mangé. D'accord ? Donc, on prend des trucs qu'on sait déjà mesurer dans le monde qui nous entoure et on va calculer les émissions de gaz à effet de serre à partir de ces quantités-là qu'on a mesurées et de ce qu'on appelle un facteur d'émission qui est représentatif du processus moyen d'émission qui prend place quand vous avez l'unité physique que vous êtes en train de regarder. Alors, le facteur d'émission, il est en général soit mesuré, soit lui-même calculé. Un exemple idiot de mesure, c'est vous regardez le fonctionnement d'un moteur,
Vous regardez combien d'essence vous mettez dans le moteur et vous mesurez pour de vrai, parce qu'on peut le mesurer pour de vrai avec un banc d'essai, la quantité de CO2 qui sort du pot d'échappement. Eh bien, ce lien de cause à conséquence entre telle quantité d'essence rentre, telle quantité de CO2 sort, une fois que vous l'avez mesuré une fois, vous dites, dès que j'aurai une voiture quelque part qui consomme de l'essence, j'ai le même lien de cause à effet entre l'essence qui rentre et le CO2 qui sort. D'accord ? Et donc là, vous avez, avec une analyse, fabriqué un facteur d'émission. Les facteurs élémentaires sont en général le résultat de données d'observation, je vais vous en montrer un certain nombre derrière, et après, quand vous voulez faire des facteurs sophistiqués, par exemple, un repas à la cafétéria ici, à ce moment, bien évidemment, ça va être déjà le résultat de calculs compliqués que vous allez faire sur la base de facteurs élémentaires. Donc exactement comme une comptabilité monétaire, une comptabilité carbone est quelque chose qui est chaîné. C'est-à-dire que les valeurs de ce que vous avez à l'aval dépendent de la manière dont vous y êtes pris pour calculer les valeurs qui sont à l'amont. Donc les premiers facteurs d'émission les plus importants, c'est ceux qui sont près de la matière. Je brûle 1 litre d'essence, je brûle 1 kilo de charbon, etc. Puis ceux qui sont encore très près de la matière, mais juste derrière, j'extrais 1 tonne de minerai de fer, ou bien je réduis 1 tonne de minerai de fer, etc. Et plus vous allez vers des produits manufacturés, et plus le facteur d'émission sera le résultat d'un calcul et pas du tout le résultat d'une donnée d'observation. Plus vous vous éloignez des flux initiaux. Juste un petit rappel, aujourd'hui on a coutume d'utiliser une unité de mesure qui est l'équivalent CO2. Mais au moment où j'ai démarré ce cours, il y a 10 ans, l'unité de mesure qui était la plus courante, c'était l'équivalent carbone. Alors pourquoi c'était l'équivalent carbone? Parce que l'équivalent carbone a l'avantage d'être très simple pour relier émission et extraction, puisque quand vous extrayez un atome de carbone d'un réservoir de pétrole et que vous en faites du CO2, c'est exactement quand vous extrayez 1 kilo de carbone d'un réservoir de pétrole et que vous en faites du CO2, ça faisait 1 kilo équivalent carbone de gaz à effet de serre. Donc c'était très très simple, on avait une correspondance 1 pour 1. Mais comme les industriels ont commencé à mesurer leur CO2, puis d'autres activités, du coup la comptabilité maintenant s'est déplacée vers le CO2, et pour faire le lien avec le carbone, eh bien, il faut diviser par 44/12 si de temps en temps vous voyez ce genre de choses. Voilà, donc faites attention, de temps en temps, les physiciens, eux, ils continuent à compter en carbone. Quand vous regardez les inventaires d'émissions, vous avez des pétagrammes de carbone, c'est-à-dire des millions de tonnes, si ma mémoire est bonne. Donc les physiciens continuent à compter en carbone, alors que les agents économiques comptent en CO2. Donc faites attention à ne pas vous faire avoir. Il y a un rapport 44/12 entre les deux. Alors maintenant, je vais vous montrer un certain nombre de facteurs d'émission qui sont le résultat soit de données d'observation, c'est-à-dire un jour on a vraiment fait des trucs en laboratoire, soit derrière qui sont des résultats de calculs plus ou moins sophistiqués. Donc là, en gros, vous avez essentiellement des données d'observation et ça concerne les choses qui brûlent et qui nous permettent d'avoir de l'énergie. Donc ici, vous avez des combustibles solides. Donc là, vous voyez tourbe, lignite, ça c'est des combustibles solides de mauvaise qualité. Huile de schiste, j'en ai parlé un tout petit peu au moment du cours sur les combustibles fossiles. Les huiles de schiste, c'est pas le shale oil, c'est ce qu'on appelle le schiste bitumineux, c'est-à-dire un kérogène qui n'a pas terminé d'être pyrolysé et qu'il faut chauffer à la main pour en extraire des combustibles. Et donc vous avez évidemment, comme il faut le chauffer, un très mauvais rendement énergétique et donc vous avez de très fortes émissions par unité à l'arrivée. Donc ce que vous voyez ici, c'est les combustibles solides, puis vous avez les combustibles liquides, puis vous avez les combustibles gazeux. Ce que vous voyez, c'est que bien évidemment, sans grande surprise, tous les combustibles fossiles, quels qu'ils soient, émettent du CO2. Ce que vous voyez également, c'est qu'à chaque fois que vous passez d'un combustible à la catégorie juste en dessous qui émet un peu moins, vous gagnez 25 à 30%. Donc quand vous passez du charbon au pétrole à même quantité d'énergie thermique libérée, vous gagnez 25 à 30%, et quand vous passez du pétrole au gaz, à nouveau, vous gagnez 25 à 30% par unité d'énergie thermique. Ici, vous voyez apparaître quelque chose qui est déjà quelque chose de composite. Vous voyez apparaître biocarburant avec déforestation.
Alors, biocarburant avec déforestation, c'est déjà composite, parce que ça veut dire que vous avez tenu compte des émissions de production du biocarburant. Je vous en ai un peu parlé pendant le cours sur les énergies renouvelables. Pour faire des biocarburants, il faut faire des cultures. Donc il faut produire des engrais azotés, faire passer le tracteur, faire pousser le maïs ou le colza, récolter tout ce truc-là, soit le presser si c'est des huiles, soit le distiller si c'est de l'éthanol, etc. Tout ça, ça vous occasionne des émissions. Donc vous avez les émissions que vous allez retrouver là-dedans. Mais vous avez une deuxième catégorie d'émissions que vous allez retrouver là-dedans, c'est que si ces agrocarburants ont poussé sur des surfaces qui ont été déforestées pour l'occasion, ou que vous avez engendré de la déforestation indirecte, donc vous remplacez des cultures alimentaires et c'est ailleurs que la déforestation va permettre de refaire des cultures alimentaires, eh bien à ce moment, il faut tenir compte du fait que cette déforestation est aussi une source d'émissions. Et ce que vous voyez ici, c'est qu'à partir du moment où pour faire des agrocarburants on est obligé de déforester, c'est pire que si on utilisait du pétrole. Donc, utiliser du pétrole, enfin pardon, remplacer du pétrole par des agrocarburants qui nécessitent de la déforestation, c'est pire que d'utiliser du pétrole. Oui. Quand on fait ce calcul, est-ce qu'on tient compte du fait qu'on puisse réutiliser le terrain sans avoir besoin de redéforester à chaque fois pour refaire pousser des... Ah bah si vous ne déforestez pas, ça ne rentre pas dedans. Là je dis, c'est s'il y a de la déforestation. Pardon ? La deuxième fois où on a refait pousser... Ah non, alors cette déforestation, elle est imputée sur 50 ans. Ou 40, je ne sais plus, enfin bon. Elle est imputée sur une durée longue. Non, non, c'est pas l'année de la déforestation, hein, parce que alors là, je peux vous dire que le graphique passe le plafond. J'avais retenu qu'un kilo de charbon, c'était 1 kWh, donc je me suis trompé ou alors il y a... Non, c'est pas ça la correspondance de 1 pour 1. C'est 1 kWh d'électricité au charbon fait 1 kg de CO2. Mais c'est de l'électricité au charbon, c'est pas du kilowattheure thermique. Donc pour passer au kilowattheure électrique, il faut faire intervenir le rendement de Carnot. D'accord? Donc il faut diviser par 0,4 pour avoir le contenu du kilowattheure électrique. Enfin, ou là, en l'occurrence, du mégawattheure électrique. Faites attention parce que ça aussi, c'est piégeux. C'est très très fréquent que les gens confondent les kilowattheures thermiques et les kilowattheures électriques. Hein. Voilà, vous avez quand même un tout petit delta entre les deux. Voilà, donc bien évidemment, quand vous voyez ça, une des choses que vous vous dites, c'est que pour décarboner nos activités, une des possibilités, évidemment, c'est de passer des énergies de gauche vers les énergies de droite en évitant soigneusement. Donc il faut qu'on ait un petit effet quantique qui nous fasse passer à travers les deux barres là, des biocarburants avec déforestation dont on ne veut pas. Mais sinon, dès qu'on arrive à passer des énergies de gauche vers les énergies de droite, à consommation constante, on a gagné un petit quelque chose sur les émissions. En ce qui concerne l'électricité, on y vient. Eh bien, ici, vous avez le facteur d'émission d'un certain nombre d'électriciens. Et ce facteur d'émission, donc là, en l'occurrence, c'est par kilowattheure électrique, enfin, ou par mégawattheure électrique. Ce facteur d'émission, il est très dépendant de la manière dont l'électricien va faire son électricité. Donc, quand il est à gauche, par exemple, celui-là, c'est qu'il fait essentiellement du charbon. Et quand il est à droite, ici, c'est qu'il a essentiellement soit de l'hydraulique, soit du nucléaire. Hein, c'est comme ça que ça se lit cette courbe. Donc là, vous comprenez aussi que de passer du charbon puis du gaz à l'hydroélectricité et au nucléaire est aussi un moyen, enfin et aux énergies renouvelables, est aussi un moyen de faire baisser le facteur d'émission de l'électricité. Quand vous regardez aujourd'hui, soit dit en passant, le facteur d'émission de l'électricité moyen d'un certain nombre de pays que vous avez ici, avec la part de l'hydroélectricité et du nucléaire dans le mix, vous voyez que vous avez une relation raisonnablement inverse. Hein? Donc à l'instant où je vous parle, là c'est encore valable. Bon, il y a quelques exceptions qui sont le Danemark, il y a une petite exception, mais encore. Le facteur d'émission de la production électrique est en gros une fonction inverse de la part du nucléaire et d'hydroélectricité que vous avez dans le... Enfin, de renouvelable, pardon. Donc le Danemark, c'est pas du renouvelable, c'est pas de l'hydro, mais sinon pour les autres, c'est essentiellement du renouvelable. Vous voyez, le Brésil, c'est essentiellement de l'hydro. Ici, la Suisse, c'est essentiellement de l'hydro. La Norvège, c'est essentiellement de l'hydro. La Suède, c'est essentiellement de l'hydro. La France, ça, c'est de l'hydro. Donc, à part le Danemark et un peu l'Allemagne,
globalement, vous avez une relation inverse entre hydro et nucléaire et facteur d'émission. Voilà, donc ça, c'est, si je regarde beaucoup de pays dans le monde, vous avez une grande variété, je ne vais pas y revenir. Voilà. Alors après, vous avez également des facteurs d'émission élémentaires dans la production des matériaux de base. Quand vous faites une tonne d'acier, vous avez été chercher du minerai, vous avez besoin pour ça d'engins de mine, et puis surtout, vous allez avoir besoin de charbon spécial qui s'appelle du coke, pour réduire votre minerai de fer. Donc vous avez votre molécule d'oxyde de fer qui est réduite par du carbone, et évidemment, le carbone oxydé, c'est du CO2, et il part dans l'atmosphère. Donc pour faire du fer, vous allez émettre du CO2. Pour faire des métaux, d'une manière générale, vous allez émettre du CO2. Une bonne partie des métaux aujourd'hui sont faits dans des fours, et ces fours, pour partie d'entre eux, sont alimentés par de l'électricité. Par exemple, les fours à nickel sont alimentés par de l'électricité. En ce qui concerne les fours à cuivre, sont également pour partie alimentés par de l'électricité. Quand vous fabriquez de l'aluminium, je vais en détailler juste un peu après, vous utilisez également des grandes quantités d'électricité parce que l'aluminium se fabrique par électrolyse de l'alumine, et donc c'est essentiellement l'aluminium, l'électricité compte pour 30 à 40% des coûts de production. Donc c'est un très gros consommateur d'électricité, une fonderie d'aluminium. Et comme vous allez utiliser donc à la fois des engins de mine, de l'énergie carbonée pour réduire les molécules qui sont oxydées et éventuellement d'électricité pour porter à haute température, eh bien vous avez, sans grande surprise, des émissions dans la production de tout un tas de matériaux de base. Alors vous voyez que dans tous ceux que je vous ai montrés là, le plus émissif c'est l'aluminium suivi de près par le nickel, mais je ne vous ai pas montré l'or, considérablement plus émissif par unité de poids. Je ne vous montre pas les diamants, extrêmement émissifs par unité de poids, ou les terres rares qui sont également raisonnablement émissifs par unité de poids si vous allez chercher que ça. Donc mais par contre on ne fait pas des grandes quantités. Donc les émissions de l'industrie de production de matériaux de base dans les métaux, les émissions les plus importantes au monde, c'est l'acierie, à peu près 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et dans les minéraux non métalliques, c'est le ciment, avec à peu près 6% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc du côté de ce qui n'est pas les métaux, c'est le ciment qui produit le plus en valeur absolue sur Terre, et du côté des métaux, c'est l'acier. Mais par contre, par unité de poids, évidemment, c'est pas nécessairement comme ça que ça s'écrit. Donc ces facteurs d'émission-là, eux, ils font l'objet d'analyses qui restent des analyses de terrain un peu détaillées. Oui ? Je suis assez étonné de voir beaucoup de plastique, beaucoup plus de fer que par exemple de l'acier. C'est quoi la C'est de la chaleur. Parce que pour faire vos plastiques, vous avez besoin de raffiner du pétrole. Ensuite, vous avez besoin d'un truc qui s'appelle un vapocraqueur, qui, comme son nom l'indique, craque, donc a besoin de haute température. Ensuite, vous allez faire des monomères. Ces monomères, vous allez les polymériser. Là-dessus, vous avez encore besoin de chaleur. Enfin, vous allez les mettre en forme. Alors ça, c'est quand même moins de chaleur, mais c'est de la chaleur quand même. Donc en fait, vous avez des gros besoins de chaleur dans toute la chaîne de la fabrication du plastique. Voilà maintenant quelque chose qui vous montre que, en ce qui concerne les matériaux de base, vous avez pour certains d'entre eux une grande variabilité du facteur d'émission qui est possible. Alors pas pour tous. Quand vous faites de l'acier primaire, donc je le redis, les émissions de l'acier primaire, c'est essentiellement réduire avec du carbone de l'oxyde de fer. Réduire avec du carbone de l'oxyde de fer, vous avez un rapport stoichiométrique que vous ne pouvez pas violer. Dans une molécule d'oxyde de fer, Fe2O3, vous avez besoin d'1,5 atome de carbone pour réduire la molécule et vous ne ferez jamais moins. Ce qui veut dire que vous avez une limite basse aux émissions en dessous desquelles vous pouvez descendre tant qu'on fabrique du fer, ou de la fonte plus exactement, en réduisant du minerai de fer. Tant qu'on fait ça, vous ne pouvez pas descendre en dessous d'un certain niveau. Il y a d'autres procédés de fabrication de métaux pour lesquels vous avez une variabilité qui est beaucoup plus grande. Et l'aluminium est un cas très intéressant parce que, comme je le disais, l'essentiel des émissions de la fabrication de l'aluminium, c'est les émissions qui sont liées à la production de l'électricité qui va être utilisée pour l'électrolyse. Donc si vous allez en Australie, ou comme vous le savez, j'espère que je ne vais vexer personne dans cette salle, ils sont charbonnés jusqu'au cou.
eh bien, vous allez avoir, en ce qui concerne la production de l'aluminium, quasiment un facteur 10 par rapport à si vous faites l'aluminium en Islande ou en France. D'accord ? Parce que dans un cas, l'Islande a énormément de fonderies d'aluminium, parce que comme ils ont énormément d'hydroélectricité, et donc de l'électricité pas chère, eh bien, ils accueillent, et par ailleurs, ils n'ont pas de problème d'espace, et enfin, ils peuvent mettre des fonderies près des ports, donc là où c'est pas cher d'acheminer du minerai en grande quantité, eh bien, ils ont développé une industrie significative dans la fonderie de l'aluminium. Et donc là, ce que vous voyez, c'est que selon que vous êtes au meilleur niveau avec de l'électricité hydraulique et nucléaire, ou au pire niveau avec du charbon, eh bien, vous vous baladez entre un peu moins de 2 et plus de 20 tonnes de CO2 par tonne d'aluminium. Il y a un petit talon irréductible ici, tout en bas, qui est que pour électrolyser de l'aluminium aujourd'hui, on utilise des anodes en carbone, qui sont même faits en coque de pétrole. Il y a une société française qui fait ce genre de choses. Ces anodes se consomment au cours du processus d'électrolyse. Et ces anodes se consomment au cours du processus d'électrolyse en donnant notamment des gaz fluorés, parce que le bain d'alumine, il y a des adjuvants fluorés, et ces anodes se consomment en vous donnant CF4 et C2F6, qui sont des gaz à effet de serre extrêmement puissants. Donc ce n'est pas émis en très grande quantité, mais c'est extrêmement puissant. Et donc ça fait un talon lié au process qui est compliqué à enlever. Alors maintenant, on va regarder des facteurs d'émission qui sont un peu plus composites, c'est-à-dire qu'en fait, pour faire les facteurs d'émission que je vous montre là, il a déjà fallu embaucher une société comme la mienne ou un concurrent pour faire un calcul un peu complet et un peu sophistiqué à partir d'autres facteurs d'émission qui avaient déjà été créés. Ici, vous avez les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au fait de déplacer une personne sur 1 km, c'est ça qu'on appelle un passager kilomètre. Donc si c'est une personne sur 10 km, c'est 10 passagers kilomètres, 10 personnes sur 1 km, c'est aussi 10 passagers kilomètres. Donc un passager kilomètre en fonction du mode de transport. Vous avez ici une première case en vert clair qui s'appelle fabrication. Fabrication, c'est la fabrication du moyen de transport. Quand vous roulez en voiture, vous avez besoin de fabriquer la voiture. Votre voiture pèse entre 1 tonne et 1 tonne et demie. Là-dedans, vous avez 70% d'acier. Vous avez un petit 10% de plastique et autres dérivés. Vous avez des textiles, vous avez des fluides, vous avez de l'électronique. Vous avez aujourd'hui dans une voiture l'équivalent de 2 à 3 ordinateurs. Et évidemment, il a fallu fabriquer tout ça. Si je regarde les émissions de fabrication d'une voiture aujourd'hui, c'est de l'ordre de 6 tonnes de CO2 par tonne de voiture. Votre voiture va faire 200 000 km sur sa durée de vie. 6 tonnes de CO2 divisé par 200 000 km, ça me fait combien de grammes de CO2 par kilomètre? Je vous l'ai dit au début du cours, si vous arrivez à faire des règles de 3 et des calculs d'ordre de grandeur, je suis un homme heureux. Pardon? 600 000 6 tonnes divisé par 200 000? 6 divisé par 3? 6 divisé par 2, pardon, ça peut faire 5. 30, on est d'accord. Donc ça vous fait 30 grammes de CO2 par kilomètre. D'accord? Ensuite, là en l'occurrence c'est 25, mais c'est pas grave. Ensuite, vous avez une case bleue là qui s'appelle amont. Alors amont, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est les émissions de production du carburant. Parce que votre voiture ne roule pas au pétrole brut, elle roule au carburant raffiné. Alors aujourd'hui, si c'est de l'essence, c'est très bien, si c'est du diesel, c'est très mal, mais au carburant raffiné. Pour extraire, transporter et raffiner le pétrole, il a fallu émettre, là aussi, des gaz à effet de serre, puisque une partie du pétrole est partie dans le processus, et ça représente en gros 15% des émissions de combustion qui ont lieu dans la voiture. Bien évidemment, votre voiture, elle va brûler en direct du carburant, donc vous avez ici les émissions de combustion. Et enfin, il y a des endroits où je ne vous ai pas discriminé tout ça, donc ici vous avez un tout compris qui évite de vous faire la part des choses. Alors ce que vous voyez ici, c'est que en fonction du fait que vous ayez de l'essence ou du gazole
vous avez des émissions qui sont très voisines, un peu légèrement, enfin très légèrement inférieures pour le gazole, mais très voisines. Vous voyez également que vous avez des émissions qui aujourd'hui, avec le taux de remplissage actuel des voitures, sont de l'ordre de 150 grammes par passager kilomètre. Si vous regardez la documentation fournie par le constructeur pour cette voiture-là, il ne va pas vous dire 150, il va probablement vous dire 80. Il va vous dire 80 pour deux raisons. D'abord parce qu'il va vous raconter des carabistouilles sur la consommation réelle de la voiture. Donc il va vous dire elle consomme 4 litres au 100 en cycle urbain, et alors que vous regardez votre vraie consommation et c'est 6. Et la deuxième chose, c'est que le constructeur ne tient pas compte ni de ça, ni de ça. Et donc le résultat des courses, c'est que pour avoir les vraies émissions de CO2 de ce que vous faites quand vous êtes en voiture, vous prenez les émissions normalisées que vous donne votre constructeur et vous multipliez par 2. Voilà. Et ça vous donne la vérité vraie, comme disait l'autre. Ensuite, ici, vous avez d'autres facteurs d'émission. Donc, vous voyez par exemple le bus RATP. En moyenne, je ne dis pas aux heures de pointe, mais en moyenne, il émet à peu près comme une personne en voiture, parce qu'il y a une bonne partie de la journée où il est vide. Hein, où il est quasiment vide. Voilà, donc vous avez d'autres. Bon, la moto, ça émet en moyenne plus. Du reste, quelquefois, c'est pas bien, faut le dire à personne. Il m'est arrivé de prendre une moto-taxi pour aller à une matinale de radio, et donc évidemment, j'ai demandé au chauffeur de la moto-taxi combien consommait sa moto-taxi. J'ai aussi demandé combien ça pesait. Du reste, j'ai été estomaqué. Est-ce que vous savez combien ça pèse une grosse moto, la Jean Goldwyn? Ouais, 600 kilos. La 2 chevaux dans laquelle j'ai appris à conduire, on pesait 500. 600 kilos, c'est là. Je lui ai demandé comment il faisait pour la relever si elle tombait par terre. Il m'a dit j'y arrive. Bon. Son truc consomme plus que ma voiture. Je m'en sers pas souvent, mais consomme plus que ma voiture. Donc, contrairement à l'idée qu'on peut s'en faire, la grosse moto, c'est pas parce que c'est un petit engin compact, j'ai envie de dire, que ça consomme moins qu'une voiture. Les grosses motos consomment globalement plus que les citadines. Oui. Ils sont censés le faire. Absolument. Oui, tout à fait. Donc il y a des normes UTAC, enfin maintenant qui ont été remplacées par d'autres normes qui sont censées être plus proches de la vérité, parce que vous aviez jusqu'à 40% d'écart entre ce que disait le constructeur sur la consommation de son véhicule et ce qui se passait dans la vraie vie. Moi, je peux vous dire, je prends la voiture 5 fois par an pour partir en vacances, mais les 5 fois par an où je la prends, je peux vous dire, je suis l'œil rivé sur l'ordinateur de bord à essayer de voir comment je peux arriver au truc le plus bas possible. Jamais une fois dans ma vie, je ne suis arrivé à la consommation de la documentation. Jamais. Je roule à 120 sur l'autoroute, rien, quoi. Rien n'y fait. Ça marche pas. Bon. Voilà, mais parce que à ce moment-là, vous êtes seul en voiture, vous êtes sur du plat, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pente, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, vous êtes en sous-régime, je sais pas quoi, enfin, vous faites tout ce qu'il faut, vous n'avez pas les mêmes pneus, ils ne sont pas gonflés pareil, enfin bon, vous avez un milliard d'astuces qui sont faites pour que ça consomme. Donc, il y a vraiment un moment où la voiture consomme ça, et c'est pas quand vous êtes dedans. Vous voyez ici qu'en ce qui concerne le train, vous avez globalement en France des émissions beaucoup plus faibles. Cela étant, si vous prenez un TER au diesel, vous commencez à avoir quelque chose qui est significatif. Et il se trouve que quand vous êtes dans un TER au diesel mal rempli, il vaut beaucoup mieux être dans un autocar bien rempli, ça émet beaucoup moins de CO2, en ce qui consiste s'il est au gazole. Hein. Je me rappelle une fois avoir pris un TER au gazole, qui est magnifique du reste, pour aller de Besançon à Neuchâtel. Le paysage est absolument magnifique, je vous conseille de le faire tant qu'il sera là. Mais par contre, on était, je sais pas, 4 dans le train, dans le TER au diesel en question, donc je pense que ça a été un des plus mauvais bilans carbone au kilomètre de ma vie. Il aurait beaucoup mieux valu que je roule en Porsche sur le même itinéraire. Non, pas en Porsche, en vélo électrique. Donc si vous avez un mode ferré, donc normalement efficace, mais fonctionnant aux hydrocarbures et mal rempli, vous pouvez quand même avoir un facteur d'émission qui est pas complètement négligeable. Et soit dit en passant, les mêmes causes produisant les mêmes effets, si vous êtes en Allemagne, donc avec une électricité qui est beaucoup plus carbonée que la française,
Eh bien, en Allemagne, un train pas très bien rempli et un autocar bien rempli sont au même niveau en ce qui concerne les émissions par passager et par kilomètre. Hein? Bon, ben voilà. Ici, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Ici, vous avez les émissions par passager-kilomètre dans un certain nombre de pays. Alors, ce que vous voyez, c'est que la Suisse et la Suède sont les mieux placés, de très loin. Nous, on n'est pas là, évidemment, sinon ça ne serait pas drôle. Alors, la raison pour laquelle la Suède et la Suisse sont très bien notées, oui. C'était sur la slide précédente. Si on devait rajouter la construction de l'infrastructure pour le TGV, ça donnerait quoi? Parce que c'est un argument qui ressort souvent. Alors, c'est significativement plus haut. Je regarde si j'ai une slide après qui donne ça. Oui, j'ai ça après. Je vais vous le montrer. Donc ici, vous avez vous voyez que les émissions peuvent varier. Alors ça varie en fonction du mix électrique du pays. Si vous êtes dans un pays dans lequel l'électricité est carbonée ou vous avez beaucoup de trains au diesel, eh bien ça peut être élevé. Par exemple, je suis allé à Copenhague en train, en croyant bien faire, enfin si j'ai quand même bien fait par rapport à l'avion, et il se trouve qu'une partie du trajet entre Hambourg et Copenhague se fait, quand on fait le trajet de jour, se fait dans un train au diesel. Voilà. Qui par ailleurs fait un truc qui en rajoute encore aux émissions, c'est qu'à un moment, il rentre dans un ferry pour traverser un bras de mer. Donc, vous rentrez dans le ferry, il débarque tout le monde du train, il vous envoie saucissonner au premier étage. Donc vous avez double peine pour les émissions. Donc vous pouvez avoir en fonction de la part de diesel dans la motorisation et du mix électrique du pays et du taux de remplissage, des émissions qui varient fortement. La Suisse coche toutes les cases, l'électricité est très décarbonée, et le taux de remplissage des trains est excellent, et c'est excellent pas juste parce que les Suisses sont des gens formidables, mais parce que comme ils ont un pays très montagneux, ils ont urbanisé en linéaire en fond de vallée, parce que l'étalement urbain sur les flancs de montagne c'est compliqué, et donc tous les gens habitent pas loin de la gare. D'accord ? Donc vous pouvez avoir un taux de remplissage des trains extrêmement élevé. Quand vous êtes dans le plat pays qui est le nôtre, aussi un peu, et que vous êtes dans un pays de plaine, à ce moment, vous vous urbanisez en étoile, et en étoile, tout de suite, vous allez avoir une densité d'habitants au kilomètre carré beaucoup trop faible pour que ça soit rentable d'avoir des trains partout. Alors que si vous êtes urbanisé en linéaire le long d'un fond de vallée, vous gardez une densité élevée d'habitants au kilomètre carré tout le long de la voie, et donc vous pouvez avoir un train qui est rentable. Oui. Oui. Alors ça dépend ce qu'il y avait sur la petite ligne. Et ça dépend à quel horizon vous vous projetez dans l'avenir. Si vous regardez à très court terme, vous fermez la petite ligne et la petite ligne était empruntée par 4 pingouins le matin et 3,5 le soir, et le truc était au diesel. Ben là, en l'occurrence, il vaut beaucoup mieux que les gens prennent leur voiture quelque part, ça va faire moins d'émissions. Si vous raisonnez à l'envers et vous vous dites non, non, c'est un élément d'aménagement du territoire, donc je garde le train, comme ça les gens vont déménager et se mettre à habiter près de la gare quand le pétrole va devenir plus contraint, à ce moment vous renversez le raisonnement. Donc ça dépend de l'horizon de temps que vous prenez et ça dépend des autres trucs qui se passent autour. Donc la mauvaise nouvelle pour vous, c'est qu'il n'y a pas de réponse simple à cette question. Alors, on recommence, mais cette fois-ci, on fait intervenir l'avion. Alors, vous voyez qu'en ce qui concerne l'avion, vous avez globalement des émissions, notamment en ce qui concerne le court courrier, qui sont significativement plus élevées que ce que vous avez en voiture. Mais le pire, vous voyez, c'est rigolo, c'est d'aller sur le Queen Mary. Si vous allez sur le Queen Mary, c'est pas bien du tout, parce que ce truc consomme énormément. Globalement, retenez qu'en ce qui concerne l'avion en seconde, vous allez consommer à peu près autant de carburant qu'en voiture, mais par contre, évidemment, pour des trajets qui seront en moyenne considérablement plus longs. Donc si on regarde les émissions, non pas par passager-kilomètre, mais par trajet, en avion, vous êtes un facteur 100 au-dessus d'un trajet en voiture. Donc quand vous franchissez la porte d'un aéroport pour monter dans un avion,
vous allez en moyenne émettre 100 fois plus que quand vous ouvrez une portière de voiture pour monter dedans, dans les heures qui vont suivre. Voilà la réponse à la question qui avait été posée sur le train. Donc ici, vous avez un graphique dans lequel vous avez toutes les émissions qui sont prises en compte. Et en ce qui concerne le TGV, vous avez là la construction de l'infrastructure, donc pour une ligne récente. Alors ce que vous voyez, c'est que même en faisant intervenir l'infrastructure, le train reste quand même plus performant que la voiture. Vous êtes en contact fer-fer, le taux de remplissage est bien meilleur et l'électricité est décarbonée alors que le carburant ne l'est pas. Donc si vous êtes en France, il n'y a juste pas photo. Si vous avez le choix entre le TGV, la voiture et l'avion, c'est le train qui remporte tous les suffrages en ce qui concerne les émissions de CO2. C'est la raison pour laquelle vous avez peut-être vu passer récemment dans l'actualité une proposition de loi qui a été déposée au Parlement et qui vise à interdire une partie des vols domestiques en avion à partir du moment où le train ne vous rallonge pas le trajet de plus de 2h30. Alors je précise que c'est le trajet limité au seul vol. Mais quand vous allez prendre l'avion, vous avez du temps avant, parce qu'il faut aller jusqu'à l'aéroport. Donc si vous partez de la ville, il y a le temps pour aller jusqu'à l'aéroport, le temps où vous poirotez et où vous faites papouiller dans l'aéroport, et symétriquement de l'autre côté, si vous avez une valise, le temps que vous allez poireauter pour attendre votre valise, puis ensuite le temps que vous allez prendre pour aller de l'aéroport jusque dans la ville où vous allez. Hein? Eh bien, tout ce temps mis bout à bout, c'est au bas mot 1h30 à 2h. Hein? C'est au bas mot 1h30 à 2h. Donc ce qui veut dire que si le delta de temps dans la proposition de loi c'est 2h30, en fait le temps que vous allez vraiment passer en plus, c'est plutôt de l'ordre de la demi-heure. Voilà, c'est juste pour un petit rectificatif. Et ce projet de loi est très exactement basé sur le différentiel d'émissions que vous avez là, c'est-à-dire qu'il dit, bon, dans un certain nombre de cas de figure, on demande aux gens de prendre le train et pas l'avion. Oui. Non, ça a un impact parce que, encore une fois, vous voyez ici que, en ce qui concerne le train, vous êtes à 30 grammes par passager kilomètre. En ce qui concerne l'avion, vous êtes à 150. Et là, je vais vous parler rapidement de ce qu'on appelle le hors Kyoto. Donc, vous avez quand même un facteur 5. Et si vous êtes sur une voie qui est déjà abortie, donc si vous faites, par exemple, à Paris-Clermont-Ferrand, sur une voie de chemin de fer qui n'est pas TGV et qui existe depuis longtemps, ou d'ici quelques dizaines d'années un Paris-Lyon sur une voie qui a été amortie. Si vous regardez en coût marginal, en fait la voie est déjà amortie hein, quelque part. Eh bien à ce moment vous avez plutôt non pas un facteur 5 mais plutôt un facteur 20 en faveur du train. Donc oui ça fait quand même quelques millions de tonnes de CO2 dans l'histoire. Le nombre de passagers qui est impacté est faible. Et par ailleurs, alors vous avez beaucoup de gens qui sont en transit, en correspondance, et par ailleurs, vous impactez globalement des gens pour qu'ils n'aient pas un besoin vital. 75% du trafic aérien, c'est des loisirs ou aller rendre visite à des amis. Bon, personnellement, j'ai un peu de mal à mettre ça dans la catégorie besoin vital, si vous voulez. Donc si vous allez poireauter 1 heure de plus pour rendre visite à des amis ou partir en vacances, c'est pas moi que ça va faire pleurer, hein, en tout cas. Voilà, donc il y a une gêne qui est somme toute très minime pour un bénéfice par contre qui est raisonnablement, enfin qui sur ces trajets-là est très significatif. Mais ma question c'est pas on a un facteur par rapport sur le passagers kilomètres, mais le nombre de passagers par an. Vous avez en gros 1 million de passagers par an qui sont concernés par la mesure qui est proposée. Qui laisse de côté la plus grosse ligne domestique française qui est le Paris-Toulouse et qui est probablement une des plus grosses liaisons domestiques en Europe où il y a plus de 2 millions de passagers par an. Bon, mais si ça ne tenait qu'à moi, je le collerais aussi dedans parce que vous avez un train qui fait Paris-Toulouse. Moi, j'ai un collaborateur qui habite à Toulouse depuis la création de Carbone 4, donc ça fait 10 ans qu'il habite à Toulouse et ça fait 10 ans qu'il vient à Paris en train. Et il est toujours vivant aux dernières nouvelles. Bon. Vous avez montré les émissions des ferries au kilomètre tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire que pour aller aux États-Unis, l'avion c'est le meilleur moyen? Ah, alors ça c'est le Queen Mary, ça. Donc c'est un truc de croisière, etc. Si vous faites comme DiCaprio dans Titanic, c'est-à-dire que vous entassez les gens en 3e classe, vous baisserez un peu le facteur d'émission.
Après, il faut voir aussi que là, c'est des navires à passagers, donc il n'y a pas de fret. Mais si vous êtes le passager marginal sur un cargo de bananes, on ne va évidemment pas du tout faire le même calcul. Et là, vos émissions seront beaucoup plus basses. Il y avait encore une question? Non, je ne sais plus. Oui. C'est exactement la question du fret. Le ferry de jour, en fait, il prend que des passagers dans cette affaire-là. Le ferry de nuit, il prend aussi du fret. Donc voilà, vous voyez qu'en France, le car Macron pour remplacer des trains, c'est pas une bonne idée pour les émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, on va aller un peu ailleurs. Donc on va aller par exemple en Pologne. Alors le Pologne, je ne sais pas s'ils ont TGV pour le moment, on aurait pu aller en Allemagne. Bon. Ce que vous voyez, c'est qu'en Pologne, il vaut mieux se balader en car qu'en train, à cause du fait que l'électricité est au charbon, si le train n'est pas bien rempli. Vous voyez, le train ici n'est rempli qu'aux 3/4. Mais enfin, cela étant, et le car est déjà à 20 passagers, dans tous les cas de figure, c'est mieux que la voiture, mais vous voyez que l'écart entre les deux est considérablement plus faible. Et autant en France, c'est l'infrastructure qui domine, donc le fait d'avoir construit la ligne, autant en Pologne, ce qui domine, c'est le fait de faire avancer le train. Oui ? Ah oui, pardon. Hors Kyoto, c'est les effets sur le climat de l'aérien qui ne sont pas dans les inventaires d'émissions. Alors dans les inventaires d'émissions, je vous ai dit, on compte le CO2, le méthane, le protoxyde d'azote, les gaz fluorés. Vous ne comptez pas la vapeur d'eau. Or, il se trouve que l'avion, en régime de croisière, il vole à la limite de la troposphère. C'est-à-dire il vole à la limite entre la couche atmosphérique la plus basse, celle qui touche le sol et qui s'appelle la troposphère, et la couche suivante qui s'appelle la stratosphère. Et il vole à cet endroit-là parce qu'à cet endroit-là, vous avez une inversion de température et c'est là qu'en termes d'optimum, portance, vitesse, etc., c'est là qu'il se trouve bien. Or, il se trouve que le kérosène utilisé dans les avions émet de la vapeur d'eau quand on le brûle. Ça engendre de la vapeur d'eau. Une partie de cette vapeur d'eau va passer dans la stratosphère et à cause de la limite convective que j'avais expliquée pendant le cours sur le changement climatique des nuages à la tropopause, cette vapeur qui rentre dans la stratosphère, elle va mettre longtemps avant d'en sortir. Or, la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre, donc ça va contribuer à un supplément de réchauffement climatique. Vous avez également les traînées de condensation des avions, vous avez tous vu les traînées de condensation des avions, et bien les traînées de condensation des avions ont le même type de forçage radiatif que les cirrus, c'est-à-dire que leur effet de serre l'emporte sur leur effet réflexif. Donc, les traînées de condensation des avions accroissent le changement, enfin le forçage radiatif. Aux États-Unis, juste après le fameux 11 septembre, vous vous rappelez du fameux 11 septembre? Oui, vous étiez jeune. Bon. C'est le jour où les 2 tours du World Trade Center sont partis au tapis. Juste après, les États-Unis ont interdit toute circulation aérienne sur le territoire pendant plusieurs jours. Eh bien, on a constaté une baisse des températures, nocturnes en particulier, de quelques degrés, pendant les jours où la mesure s'est appliquée. Les États-Unis, c'est un quart du trafic aérien mondial. Hein. Donc un quart des avions qui circulent dans le monde se baladent à l'intérieur des États-Unis. Donc au moment où on a supprimé ça, ça a instantanément supprimé un terme très significatif de forçage radiatif aux États-Unis. Et donc les températures, la nuit, ont baissé. Voilà, donc c'est ça le hors Kyoto. Et j'appelle ça le hors Kyoto parce que ça n'est pas dans les inventaires. Mais l'effet de ces gaz-là se balade n'importe où entre 20% de surplus et un doublement en fonction de la personne qui s'exprime, de la manière dont on fait les calculs, etc. Donc c'est pas négligeable, hein, c'est quelque chose de significatif. Voilà maintenant des facteurs d'émission en ce qui concerne la production de la nourriture. Alors la production de la nourriture conduit à plusieurs types d'émissions. D'abord, vous avez besoin, dans un certain nombre de cas de figure, d'engins qui consomment directement des hydrocarbures. Alors, je suis désolé, c'est en anglais, mais bon, c'est comme ça. Vous voyez par exemple les crevettes. Les crevettes, c'est de la pêche. C'est une pêche qui est peu sélective parce que vous vous baladez avec des filets qui ont des petites mailles. Donc vous attrapez certes des crevettes, mais tout un tas de trucs qui ne vous intéressent pas. Et donc, en moyenne, la pêche à la crevette vous attrape 80% de prises accessoires.
Donc des trucs qui ne sont pas des crevettes, des tout petits poissons, des machins, etc., que vous allez ou donner aux pêcheurs ou rejeter. Du coup, la pêche à la crevette, vous avez besoin de beaucoup de diesel par kilo de crevettes pêchées, plus que pour les autres poissons, plus que le poisson que vous avez là. Et les poissons tropicaux, c'est parce que vous avez des thoniers qui sont des gros machins qui consomment plein de carburant. Alors vous allez me dire maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a du pétrole dans le bœuf? Parce que, sauf erreur de ma part, le bœuf ne se pêche pas avec un bateau de pêche qui consomme du diesel. Alors pourquoi est-ce qu'il y a du pétrole dans le bœuf? Oui. Oui, alors absolument. Il y a toute la mécanisation agricole de la nourriture qu'on lui donne, mais le poste dominant là-dedans, en fait, c'est pas du pétrole, c'est du gaz. Et il sert à... Non. On avait parlé pourtant. À quoi sert le gaz dans l'agriculture? Voilà. Le gaz sert à faire des engrais. La fabrication des engrais émet du CO2, comme toute fabrication de tout produit chimique. La fabrication des engrais démarre, soit dit en passant, avec de la production d'hydrogène. Donc faire de l'hydrogène en grande quantité, on sait très bien faire aujourd'hui, on craque du méthane, et on fait ça en chauffant donc très fort du gaz naturel. En fait, c'est du réformage. On prend du gaz naturel qu'on mélange à de la vapeur d'eau, puis on chauffe tout ça très fort, et on obtient un mélange d'hydrogène et de CO2. Donc ça fait plein de CO2, cette histoire-là. Derrière, on fait de l'ammoniac, et derrière, on fait des engrais. Ces engrais vont être utilisés pour les cultures végétales qui vont elles-mêmes servir à nourrir les animaux. Je rappelle que 80% de la surface agricole française est dévolue à la nourriture d'animaux. Tout le maïs, toutes les prairies, la moitié du blé, toute la luzerne, etc. Donc une bonne partie, l'essentiel de ce qu'on cultive en France, ne sert pas à nourrir des hommes, mais à nourrir des animaux. Donc vous avez le gaz de la fabrication des engrais et le pétrole de la mécanisation. De telle sorte que quand vous mangez 1 kilo de bœuf, vous mangez 1 kilo d'hydrocarbures. Vraiment. C'est pas une vue de l'esprit. Mange 1 kilo d'hydrocarbures. Là-dessus, vous avez un deuxième contributeur dans les produits agricoles qui est le protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote vient de... toujours des engrais, mais plus précisément de... À quel moment ça se produit? À quel moment, dans l'utilisation des engrais, on a des émissions de protoxyde d'azote? Après épandage, absolument. Quand vous mettez l'ammonitrate sur le sol, enfin les produits azotés et l'urée, vous avez une petite partie de ces produits qui, sous l'effet de l'activité microbienne, se réduit et vous donne du protoxyde d'azote. Et enfin, vous avez du méthane pour tous les produits qui viennent du cheptel bovin, et ça, ce méthane, c'est la fermentation entérique des animaux. Oui? Parce que vous allez me trouver la réponse toute seule. Pourquoi est-ce qu'il y a plus d'émissions par unité de poids dans le fromage que dans le lait? Parce que... Oui, donc très simplement, ça veut dire que pour faire 1 kilo de fromage, il faut plus de 1 kilo de lait. Voilà. Donc pour être plus précis, pour faire 1 kilo de camembert, il faut 2 kilos de lait, mais pour faire 1 kilo de comté, il en faut 10. Voilà. Donc c'est pour ça que les fromages à pâte dure, par unité de poids, sont plus émissifs que les fromages à pâte molle. Oui? Ah, bonne question. Pourquoi est-ce que les fruits et légumes de saison ne sont pas très différents des fruits et légumes importés? Comment arrivent les tomates du Maroc? Non, pas en bateau, pas en avion, beaucoup trop cher, en camion. Donc le camion part du Maroc, passe le détroit de Gibraltar en montant dans un ferry et il continue sa route de l'autre côté à travers l'Espagne et la France. Les émissions du fret de marchandises dans un camion, c'est 15 grammes par tonne kilomètre. Donc vous faites un rapide calcul. En fait, les émissions du transport liées à 1 kilo de tomates qui vient du Maroc, c'est pas très élevé. Et en tout cas, c'est beaucoup plus faible que les émissions de production de la tomate en France si vous la faites sous serre chauffée. Pour faire 1 kilo de tomates nantaises sous serre chauffée,
Donc toutes les tomates que vous avez achetées jusqu'en avril ou mai, hein, donc à partir des gelées jusqu'à avril ou mai, tout ce que vous achetez en tomates françaises, c'est de la serre chauffée. À partir de juin, vous commencez à avoir du tunnel, c'est-à-dire une serre qui n'est pas chauffée. Et pour avoir de la vraie tomate qui a mûri normalement, il faut attendre juillet. Hein. Donc toutes les tomates que vous achetez, encore une fois, entre les premières gelées et avril-mai, c'est des françaises, hein, c'est des tomates qui ont poussé sous serre chauffée et enrichies en CO2, soit dit en passant. Pour faire 1 kg de tomates sous serre chauffée, il faut utiliser 1 kg de gaz. Donc ça c'est très simple, 1 pour 1. Donc vous voyez ma serre locale, pas de saison, enfin ma tomate locale, mais pas de saison, là pour le coup, elle est beaucoup plus émissive que ma tomate qui vient de loin, hors saison, à condition qu'elle ait voyagé en bateau ou en avion et que là où elle a été produite, elle ne vienne pas d'une serre chauffée. C'est pour ça qu'il faut compter. C'est bien à ça que sert la comptabilité carbone, c'est à comprendre ce qui se passe. Oui. Dans le titre, il y a écrit kilos de carbone pour la production de nourriture, c'est-à-dire qu'il y a aussi les transports ou il y a vraiment que la production Non, les transports sont marginaux là-dedans, sauf pour les trucs qui sont importés là. Mais sinon, c'est marginal. Donc, il vaut beaucoup mieux une banane qui arrive en France par bateau que qu'est-ce que je veux dire, une tomate qui vient de la serre du coin si elle est chauffée. Si c'est pas de saison, ça sert à rien. Donc il faut acheter local et de saison. En général, c'est ça qu'on vous dit. Mais vous savez, c'est très simple. La tomate est un fruit. Un fruit, en général, les végétaux fructifient rarement l'hiver. Voilà. Donc, pour savoir si un truc est de saison, il faut en revenir à ce qui s'appelle le bon sens. Je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement le truc le mieux partagé, mais voilà. Une aubergine ou une courgette, c'est également un fruit, en partie de la plante, donc vous n'aurez pas ça au mois de février. La salade est une feuille. Donc ça, une feuille, vous en avez, ou le chou est une feuille. Donc ça, vous en avez quelques-unes qui résistent en hiver. Par exemple, la scarole résiste raisonnablement bien. Voilà, le chou résiste très bien à la gelée. Le poireau aussi. Voilà, il faut juste se renseigner et puis vous savez quelles sont les parties de la plante qui sont en accord avec les racines. Normalement, ça vous pouvez en extraire en hiver, ça reste dans le sol. Enfin voilà, donc c'est aussi bête que ça. Pardon, il y avait une question là-bas d'abord. C'est une question d'allocation. Dans un système bovin, vous avez des vaches, des veaux, du lait. Donc vous savez ce qui rentre dans l'ensemble du système, c'est ce qui les nourrit. Vous savez le méthane émis par l'ensemble du système. Et après la question, c'est qu'est-ce que j'alloue et à quoi. Alors si vous avez une vache adulte et que vous la gardez en vie pour produire soit du lait, soit du veau, au lieu de la zigouiller tout de suite et de la manger tout de suite, vous allez imputer simplement à son métabolisme annuel la totalité de ce qu'elle produit. D'accord? Donc, tout le lait produit par une vache dans l'année, vous allez imputer ça à son métabolisme annuel. Si la vache, vous la maintenez en vie simplement pour qu'elle fasse un veau, à ce moment, vous allez mettre une partie des émissions de la vache dans le veau, puisque la vache, vous n'avez aucun intérêt à la garder en vie pour autre chose qu'elle-même. C'est-à-dire vous pouvez tout de suite la zigouiller et la manger. Donc si la seule raison de la garder en vie, c'est de faire un veau, vous allez mettre une partie des émissions dans le veau. Alors si le veau, derrière, vous en faites une vache, évidemment, le truc, vous avez un capital de départ qui va s'imputer sur l'ensemble de la durée de vie. Mais si vous le mangez comme veau, et là je parle bien des races à viande, hein, donc des veaux qui viennent de vaches allaitantes, donc on les garde simplement pour qu'elles fassent des veaux, à ce moment vous avez des émissions extrêmement élevées. Parce que la règle d'imputation a été construite comme ça. Vous pourriez très bien avoir une autre règle d'imputation, exactement comme j'ai évoqué pour les biocarburants, là tout ça est une affaire de règles. Hein. Vous pourriez dire, je regarde l'ensemble des émissions du système bovin, et j'impute de manière massique au lait et à la viande. Et à ce moment, si vous imputez de manière massique, comme le veau il pèse le quart du poids de la vache adulte, eh ben, vous lui imputeriez pardon. Si vous imputiez de manière massique, par kilo de poids, le veau et la vache seraient sur un pied d'égalité. Il y a plein de manières de faire. Hein. Ce qui est important dans cette affaire-là, c'est de constater qu'en ordre de grandeur, c'est quand même des émissions qui sont beaucoup plus élevées que les émissions d'un certain nombre d'autres sources de protéines, à commencer par les petits animaux. Hein. Donc en gros, manger des poulets et des lapins plutôt que de manger de la viande rouge, par unité de poids, ça fait quand même beaucoup moins. Oui, après il va falloir que j'avance, mais oui.
Le porc ne rumine pas, c'est un de ses avantages. Donc le porc, il n'a pas ça. Et par ailleurs, le porc, il grossit beaucoup plus vite que le bœuf. Et donc, vous arrivez beaucoup plus vite. Il a un taux de transformation de matière végétale en matière animale qui est beaucoup plus efficace. D'une manière générale, plus l'animal est petit et plus son taux de transformation est efficace.